Ce soir-là, dans ce restaurant chic de Lyon, une soupe à l'oignon brûlante a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Clara Pommier. J'ai 68 ans. Et ce que je vais vous raconter ce soir, personne ne le sait. Pas mes amis, pas ma sœur, personne. Pendant 50 ans, j'ai été une mère dévouée, une femme discrète, une grand-mère attentionnée. J'ai élevé Baptiste seul après la mort de son père. Je lui ai tout donné. Mon temps, mon argent, mon cœur. Et ce soir de novembre 2023, assise face à lui dans ce restaurant aux nappes blanches, j'ai compris qu'un dîner pouvait détruire toute une vie. La belle-mère de Baptiste, Véronique, une femme élégante de 65 ans, toujours impeccablement habillée, était assise à ma droite. Elle souriait, ce sourire froid que je connaissais bien, celui qu'elle réservait au moment où elle voulait m'humilier discrètement. « Clara, ma chère, vous avez l'air fatiguée, » dit-elle en penchant légèrement la tête, comme on parle à une enfant. Baptiste ne leva même pas les yeux de son téléphone. Le serveur apporta nos plats. Soupe à l'oignon pour Véronique, saumon pour Baptiste, salade niçoise pour moi. Véronique prit sa cuillère, goûta, reposa, me regarda droit dans les yeux. « Vous savez, Clara, il y a des choses dans la vie qu'on mérite. » Je ne compris pas tout de suite. Puis elle prit son bol, se leva lentement. Et avant que je puisse dire un mot, elle le renversa sur mon visage. La soupe brûlante coula sur mes joues, mon cou, ma robe en soie beige. Je sentis ma peau hurler. Mes yeux piquèrent. Autour de nous, les conversations s'arrêtèrent net. « Voilà ce que vous méritez », murmura-t-elle avec un sourire terrifiant. Je tournai la tête vers Baptiste, mon fils, mon seul enfant. Il rangea son téléphone, me regarda et dit calmement « Elle a raison, maman ». Le restaurant entier nous observait. Personne ne bougeait. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Pas devant eux. Je pris ma serviette, essuyai lentement mon visage ardent, me levai, attrapai mon sac, et avant de partir, je sortis mon téléphone, composai un numéro que j'avais gardé pendant des semaines, sans jamais oser l'utiliser. « Bonsoir, c'est Clara Pommier. Oui, vous pouvez livrer maintenant. Merci. » Je raccrochais, regardai Baptiste une dernière fois. « Tu sauras bientôt pourquoi elle m'a fait ça. Et quand tu le sauras, tu comprendras qui mérite vraiment cette humiliation. » Je sortis du restaurant, la peau encore brûlante, le cœur glacé. Ce que j'avais découvert 3 semaines plus tôt, ce qu'il ne savait pas que je savais, allait tout changer. Mais pour comprendre cette soirée, je dois d'abord vous raconter comment tout a commencé. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez plus que tout ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous ramène 6 ans en arrière, à l'époque où ma vie ressemblait encore à une vie. J'habitais alors un appartement lumineux dans le 3e arrondissement de Lyon. 3 pièces avec vue sur la Saône, des murs couleur crème, des rideaux en lin blanc que j'avais cousus moi-même. Chaque matin, je prenais mon café dans une tasse en porcelaine fine, celle avec des roses peintes à la main, sur mon petit balcon qui donnait sur la rivière. C'était ma routine, mon rituel sacré. 7 heures du matin, le café fumant, le bruit de l'eau en contrebas, les premiers rayons du soleil sur les toits d'ardoise, et cette sensation paisible que tout était à sa place dans ma vie. Baptiste venait me voir tous les dimanches. Il arrivait vers 11 heures avec des croissants de la boulangerie Mercier, celle que son père adorait. On déjeunait ensemble, on parlait de son travail. Il était architecte, comme son père. On riait, on se souvenait. Depuis la mort de mon mari Robert, 15 ans plus tôt, Baptiste était tout ce qui me restait. Mon ancre, ma raison de continuer. Je l'avais élevé seul à partir de ses 23 ans. Robert était mort d'une crise cardiaque foudroyante, un mardi après-midi, dans son bureau. Je m'étais retrouvée veuve à 53 ans, avec un fils en pleine construction de sa vie et une douleur si grande que certains matins, je ne savais pas comment me lever. Mais je l'avais fait, pour Baptiste. J'avais vendu notre grande maison de Caluire, gardé un appartement plus petit, placé le reste de l'argent sur un compte épargne que je destinais à mon fils. Pour son avenir, pour ses projets, Baptiste était tout pour moi, et je croyais être tout pour lui. Puis, il y a 6 ans, il a rencontré Margot. Au début, j'étais heureuse, vraiment heureuse. Mon fils avait trouvé l'amour. Une jolie jeune femme de 30 ans, professeure de français dans un lycée privé. Douce, cultivée, elle parlait peu, mais souriait beaucoup. « Maman, je vais te la présenter dimanche.
m'avait-il annoncé au téléphone, la voix tremblante d'émotion. Ce dimanche-là, je m'étais levée à 6 heures. J'avais préparé un poulet rôti aux herbes de Provence, comme Robert aimait. Des haricots verts au beurre. Une tarte tatin. J'avais mis la nappe brodée, sorti les verres en cristal. Margot était arrivée avec un bouquet de pivoine blanche. « Madame Pommier, c'est un honneur de vous rencontrer. Baptiste m'a tellement parlé de vous. » Elle avait des yeux noisettes, des cheveux châtains coupés au carré, une robe bleu marine simple et élégante. Elle sentait la lavande. Nous avions déjeuné pendant 3 heures. Elle posait des questions sur Robert, sur notre histoire. Elle écoutait vraiment. Baptiste la regardait comme on regarde un miracle. Ce jour-là, en les voyant partir main dans la main, j'avais pensé « Mon fils sera heureux. J'ai bien fait de tenir bon toutes ces années. » 3 mois plus tard, Baptiste m'annonça leur fiançailles. « On se marie en juin prochain, maman. Je veux que tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel. Tu es l'autre femme de ma vie. » J'avais pleuré dans ses bras, des larmes de joie pure. Et puis, un dimanche après-midi, Baptiste m'appela. « Maman, j'aimerais te présenter quelqu'un. La mère de Margot, Véronique. Elle vient déjeuner avec nous dimanche prochain. Elle tient beaucoup à te connaître. Véronique Deschamps. Veuve, comme moi. 65 ans. Ancienne directrice d'une galerie d'art à Paris, reconvertie dans la décoration d'intérieur à Lyon. Une femme avec de l'argent. Beaucoup d'argent, d'après ce que Baptiste m'avait laissé entendre. Elle arriva ce dimanche-là dans une Audi gris métallisé. Tailleur Chanel noir et blanc. Sac Hermès au creux du coude. Cheveux argentés coiffés en chignon impeccable. Maquillage discret, mais parfait. Elle me tendit une main froide. « Clara, enchantée. Margot m'a dit que vous étiez charmante. » Il y avait quelque chose dans ce « charmante ». Une pause, une hésitation. Comme si le mot lui coûtait. Nous nous installâmes à table. J'avais préparé un bœuf bourguignon. Véronique y toucha à peine. « Je ne mange pas beaucoup de viande rouge, mais c'est généreux de votre part. » Généreux. Pas délicieux. Pas bon. Généreux. Tout l'après-midi, elle parla. De Paris. De ses vernissages. De ses clients fortunés. De l'appartement qu'elle venait d'acheter sur les quais de Saône. 220 mètres carrés, vue panoramique, c'est rare à Lyon. Elle me posa une seule question. « Et vous, Clara, vous occupez vos journées comment ? Maintenant. Maintenant. » Comme si ma vie était finie. Je lis beaucoup. Je fais du bénévolat à la bibliothèque municipale. Je vois mes amis. Ah, c'est bien d'avoir des occupations simples. Simples. Baptiste ne remarqua rien. Il riait aux éclats à chaque anecdote de Véronique. Margot était silencieuse, les yeux baissés. Quand elles partirent, Véronique me serra la main à nouveau. « Nous nous reverrons bientôt, Clara. Après tout, nous allons partager le même petit-fils un jour. » Elle sourit, mais ses yeux restèrent froids. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je repensais à cette phrase. Partager le même petit-fils. Pas partager la même famille. Pas devenir amis. Non, partager un petit-fils, comme on partage un territoire. Je chassais cette pensée. Je me dis que j'étais fatiguée, que je voyais du mal partout. Mais au fond de moi, quelque chose s'était fissuré, quelque chose que je n'aurais jamais dû ignorer. Les mois qui suivirent furent étranges, comme marcher sur un sol qui se dérobe lentement sous vos pieds, sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Le mariage eut lieu en juin, comme prévu. Une cérémonie magnifique dans une chapelle du Vieux-Lyon, suivie d'une réception dans un château à 20 km de la ville. 200 invités, des roses blanches partout, un quatuor à cordes, un dîner sous les étoiles. Véronique avait tout organisé, tout payé. « C'est mon cadeau à ma fille unique », avait-elle déclaré lors du premier dîner de planification, 3 mois avant le mariage. J'étais assise en face d'elle, avec Baptiste et Margot. Nous étions dans un restaurant étoilé au Michelin. Véronique avait commandé du champagne Krug sans regarder le prix. « Clara, vous voulez participer financièrement ?» me demanda-t-elle avec un sourire poli. J'avais préparé 10 000 €, toutes mes économies de l'année, pour aider mon fils. Bien sûr, je pensais contribuer pour... Oh, c'est adorable. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Gardez votre argent pour vous. À notre âge, il faut penser à soi, n'est-ce pas ? À notre âge. Baptiste posa sa main sur la mienne. Maman, c'est gentil. Mais Véronique a raison. Garde cet argent. Tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Comme si j'étais pauvre. Comme si j'étais fragile. Comme si j'allais m'effondrer demain. Je bus mon champagne en silence.
Autour de nous, des couples élégants riaient, trinquaient, vivaient. Moi, je me sentais invisible. Le jour du mariage, Véronique portait une robe longue en soie champagne. Moi, une robe bleu marine que j'avais achetée aux Galeries Lafayette. Simple, élégante. Mais à côté d'elle, je ressemblais à une invitée de seconde zone. Pendant la cérémonie, Baptiste me fit signe de le rejoindre pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel avec Véronique. J'étais à sa gauche, elle à sa droite. Nous avancions lentement, au rythme de la musique. Les invités nous regardaient. Certains souriaient, d'autres chuchotaient. À mi-chemin, Véronique se pencha légèrement vers moi et murmura, assez bas pour que seul moi l'entende. « Profitez de ce moment, Clara. C'est peut-être le dernier où vous aurez vraiment votre place. » Mon cœur se serra. Mais je continuais à marcher, souriante, digne. Quand nous arrivâmes devant l'hôtel, Véronique embrassa Baptiste sur les 2 joues. Puis elle me regarda et me tendit la main. Pas d'embrassade, juste une poignée de main froide, comme si nous venions de signer un accord commercial. Après la cérémonie, lors du cocktail, Véronique me présenta à ses amis. Voici Clara, la mère de Baptiste, une femme courageuse. Elle l'a élevée seule après la mort de son mari. C'est admirable, vraiment. Admirable, mais dite avec une pointe de condescendance. Comme on admire quelqu'un qui a survécu à quelque chose de terrible, mais qui ne s'en est jamais vraiment remis. Ses amis me souriaient poliment, puis elles retournaient à leur conversation sur leur voyage en Toscane, leurs rénovations immobilières, leurs enfants qui faisaient carrière à Londres ou New York. Je restais debout, un verre de champagne à la main, à écouter des conversations auxquelles je n'appartenais pas. Baptiste dansait avec Margot. Il était heureux. Radieux. Et moi, sa mère, je me sentais de trop dans le bonheur de mon propre fils. Vers 22 heures, je m'approchai de lui pour lui dire au revoir. « Tu pars déjà, maman ? » « Je suis fatiguée, mon chéri. C'était une belle journée. Je suis heureuse pour toi. » Il m'embrassa sur le front. « Merci d'être là. Tu es la meilleure maman du monde. » Je souris, serrai sa main, et partis. Dans le taxi qui me ramenait à Lyon, je regardais défiler les lumières de la ville. Et pour la première fois depuis des années, je pleurais. Pas de joie, pas de tristesse non plus. Juste une douleur sourde, l'impression d'avoir perdu quelque chose sans savoir exactement quoi. Les mois passèrent. Baptiste et Margot s'installèrent dans un grand appartement acheté par Véronique. Un investissement pour leur avenir, disait-elle. Les dimanches chez moi devinrent plus rares. Une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois. Désolée, maman, on a un brunch chez Véronique. Désolée, maman. On part en week-end avec la famille de Margot. Désolée, maman, on a beaucoup de travail en ce moment. Je comprenais. Enfin, j'essayais de comprendre. Il avait une nouvelle vie, une femme, une belle famille. Mais chaque fois qu'il annulait, quelque chose se cassait un peu plus en moi. Un dimanche de novembre, il m'appela. « Maman, on organise un dîner pour l'anniversaire de Véronique samedi prochain. Ça te dit de venir ?» Mon cœur bondit. Enfin, une invitation. Une place dans leur nouvelle vie. Bien sûr, mon chéri, avec plaisir. Super. On sera au restaurant Le Gourmet, près de Bellecour, 19h. Habille-toi bien, c'est un endroit chic. Habille-toi bien? Comme si j'allais arriver en jogging. Je passais la semaine à préparer ce dîner. J'achetais une robe neuve, beige, en soie, avec des manches 3/4. Élégante, mais discrète. Je pris rendez-vous chez le coiffeur. Je choisis un cadeau pour Véronique. Un livre d'art sur Monet, relié cuir, 50 €. Le samedi soir, j'arrivais au restaurant à 19h précise. C'était un endroit magnifique. Nappe blanche, lumière tamisée, chandelier sur chaque table, une carte sans prix, le signe des restaurants vraiment chers. Baptiste m'attendait à l'entrée. Il m'embrassa. « Tu es belle, maman. » « Merci, mon chéri. Joyeux anniversaire à Véronique. Où est-elle ? » ?»« À table. Viens. » Il me guida jusqu'à une table ronde au fond du restaurant. Véronique était déjà installée, en robe noire ajustée, un collier de perles au cou. Margot à côté d'elle, silencieuse comme toujours. « Clara, quelle surprise !» dit Véronique en se levant à peine. « Surprise ? Baptiste m'avait invité. » Je m'assis, tendis le livre. « Joyeux anniversaire, Véronique. J'espère que cela vous plaira. » Elle ouvrit le paquet, feuilleta distraitement le livre. « Monet, classique. Merci. » Elle le posa sur la chaise vide à côté d'elle, comme un objet encombrant. Le dîner commença. Véronique parlait de ses projets, de ses clients, de l'appartement qu'elle allait rénover pour Baptiste et Margot. Plus grand, plus lumineux,
avec une vraie chambre d'enfant pour quand ils auront un bébé. Je buvais mon vin, souriais poliment, répondais quand on me posait une question, mais je n'étais pas là, pas vraiment. Puis le serveur apporta les plats, soupe à l'oignon pour Véronique, saumon pour Baptiste, salade niçoise pour moi. Véronique prit sa cuillère, goûta, reposa, et me regarda. « Clara, vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on mérite. » Je levai les yeux vers elle. « Pardon ?» Elle sourit, ce sourire froid que je connaissais trop bien. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez en ce moment. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots vous accompagnent. Il y a des choses dans la vie qu'on mérite. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une menace déguisée en sagesse. Je ne comprenais pas. Pas encore. Véronique prit à nouveau sa cuillère, goûta sa soupe, puis se leva lentement, son bol entre les mains. Tout se passa très vite, et en même temps, comme au ralenti. Elle fit 3 pas vers moi, se pencha légèrement, et renversa le bol entier sur mon visage. La soupe brûlante coula sur mes joues, mon cou, ma poitrine. Ma peau hurla. Mes yeux se fermèrent instinctivement. Je sentis le liquide chaud dégouliner sur ma robe neuve, celle que j'avais achetée spécialement pour ce dîner. Autour de nous, les conversations s'arrêtèrent net. Des couverts tombèrent. Quelqu'un poussa un petit cri étouffé. « Voilà ce que vous méritez », murmura Véronique, assez fort pour que toute la table l'entende. Je restai immobile, pétrifié, la douleur sur ma peau, la honte dans mon cœur. Puis je tournai la tête vers Baptiste, mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'avais tout sacrifié. Il rangea calmement son téléphone, me regarda et dit d'une voix neutre, presque indifférente, « Elle a raison, maman. » 4 mots. 4 mots qui détruisirent 50 ans de ma vie. Le restaurant entier nous observait, les serveurs figés, les autres clients bouche bée. Certains avaient sorti leur téléphone. Je ne criais pas, je ne demandais pas d'explication, je ne pleurais pas devant eux, jamais devant eux. Je pris ma serviette en tissu, essuyais lentement mon visage ardent. Mes mains tremblaient, mais je refusais de leur montrer à quel point j'avais mal. Je me levai, attrapai mon sac. Véronique était retournée s'asseoir, un sourire satisfait aux lèvres. Margot gardait les yeux baissés sur son assiette. Baptiste me regardait comme on regarde une étrangère qui a fait quelque chose de honteux. Avant de partir, je sortis mon téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que je faillis le laisser tomber. Je composais un numéro que j'avais enregistré 3 semaines plus tôt. Un numéro que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. « Bonsoir, c'est Clara Pommier. Oui, vous pouvez livrer maintenant. L'adresse que je vous ai donnée. Merci. » Je raccrochais. Regardez Baptiste une dernière fois. Tu sauras bientôt pourquoi elle m'a fait ça. Et quand tu le sauras, tu comprendras qui mérite vraiment cette humiliation. Je sortis du restaurant, la peau en feu, le cœur glacé. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine et froide de novembre. Je marchais jusqu'à l'arrêt de tram. Les passants me regardaient. Ma robe était tachée, mon visage rouge et mouillé. Je devais ressembler à une folle. Mais je continuais à marcher, droite, digne. Dans le tram, je m'assis près de la fenêtre, regardais défiler les rues de Lyon, cette ville que j'aimais, cette ville où j'avais été heureuse, et je repensais aux 3 semaines qui avaient précédé ce dîner. 3 semaines pendant lesquelles j'avais découvert la vérité, une vérité si horrible que j'avais d'abord refusé d'y croire. Tout avait commencé un mardi après-midi, 3 semaines avant ce dîner. J'étais à la bibliothèque municipale où je faisais du bénévolat 2 fois par semaine. Je classais des livres dans la section Histoire quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Madame Pommier ? Oui ? Bonjour. Je m'appelle Céline Moreau. Je suis une amie de Margot. Enfin, j'étais. On ne se parle plus depuis son mariage. » Une voix jeune, nerveuse. « Je vous écoute. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Sur votre fils et sur Véronique. » Mon cœur s'accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Un silence. Puis, ils ont une liaison, Baptiste et Véronique. Depuis plus d'1 an. Margot ne sait rien. Enfin, je crois qu'elle se doute de quelque chose. Mais elle ne veut pas voir. Le monde s'arrêta. « Pardon ? Je sais que c'est difficile à croire, mais je les ai vus, plusieurs fois, dans un restaurant à Villeurbanne. Ils se tenaient la main, ils s'embrassaient, et... » Sa voix se brisa. « Et j'ai des photos. Je ne savais pas quoi en faire. Puis j'ai pensé à vous, parce que vous avez le droit de savoir.
Je m'assis sur une chaise. Mes jambes ne me portaient plus. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que Margot était ma meilleure amie. Parce que Véronique est un monstre. Et parce que vous méritez de savoir qui est vraiment votre fils. Je ne sais pas quoi dire. Je peux vous envoyer les photos, mais pas par SMS. C'est trop risqué. Je préfère vous les livrer en main propre, dans une enveloppe. D'accord. Je peux passer demain soir? Chez vous? Oui, 20h. Elle me donna son numéro. Raccrocha. Je restais assise dans cette bibliothèque silencieuse, entourée de livres, incapable de bouger. Baptiste et Véronique, mon fils, et la mère de sa femme. Non, c'était impossible. Cette femme mentait, ou se trompait, ou voulait de l'argent. Je repris mon travail. Mais mes mains tremblaient tellement que je renversai une pile de livres. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais allongée dans le noir, à fixer le plafond, à repasser en revue chaque dîner, chaque conversation, chaque regard échangé entre Baptiste et Véronique. Et soudain, tout prenait sens. Les brunchs chez Véronique tous les dimanches. Les week-ends en famille, dont j'étais exclue. L'appartement acheté et rénové par Véronique. Le silence de Margot à table. Les annulations répétées de Baptiste. Et cette phrase de Véronique, le jour du mariage, « Profitez de ce moment, Clara. C'est peut-être le dernier où vous aurez vraiment votre place. » Elle savait. Déjà. Elle savait qu'elle allait me voler mon fils. Le lendemain soir, à 20h précises, on sonna à ma porte. Céline Moreau. Une jeune femme d'une trentaine d'années, brune, visage fatigué, yeux rouges. « Madame Pommier, voici ce que vous devez voir. » Elle me tendit une grande enveloppe Kraft. Je suis désolée. Vraiment désolée. Elle partit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je fermai la porte, m'assis sur mon canapé, regardai l'enveloppe. Pendant 10 minutes, je ne l'ouvris pas, parce que je savais qu'après, rien ne serait plus jamais pareil. Puis je l'ouvris. 13 photos. Baptiste et Véronique dans un restaurant italien à Villeurbanne, main dans la main. Baptiste et Véronique sortant d'un hôtel particulier que je ne connaissais pas. Baptiste embrassant Véronique sur la bouche, devant une vitrine, en pleine rue. Véronique riant, la tête posée sur l'épaule de Baptiste. Baptiste caressant le visage de Véronique. Et la pire de toutes, Baptiste et Véronique au lit. On ne voyait que leur visage. Mais c'était clair, évident. La photo avait été prise à travers une fenêtre entr'ouverte, probablement par Céline. Je laissai tomber les photos sur le sol. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose. Mon fils, mon Baptiste, celui que j'avais élevé dans le respect, la dignité, l'amour. Il couchait avec la mère de sa femme. Il trahissait Margot. Il trahissait sa famille. Il me trahissait, moi, en mentant jour après jour. Et Véronique, cette femme que j'avais accueillie poliment, malgré son mépris, malgré ses humiliations, elle me volait mon fils de la pire manière possible. Je ne pleurais pas tout de suite. Je ramassai les photos, les remis dans l'enveloppe, la rangeai dans le tiroir de ma commode, puis je m'assis à ma table, sortis mon téléphone, cherchai un numéro, un service de livraison privée, discret, celui qu'on utilise quand on veut envoyer quelque chose sans laisser de traces. Bonsoir. J'aurai besoin de vos services, pour une livraison, mais pas tout de suite. Je vous appellerai quand ce sera le moment. Pas de problème, madame. Nous restons à votre disposition. Je donnai les coordonnées, l'adresse où livrer, le contenu du paquet. Puis je raccrochai. Je ne savais pas encore quand j'utiliserais cette carte, mais je savais que le moment viendrait. Et 3 semaines plus tard, ce soir-là, dans ce restaurant, quand Véronique m'avait jeté cette soupe au visage, j'avais su que le moment était venu. Je rentrais chez moi ce soir-là comme une automate. Mes vêtements collaient à ma peau. L'odeur de soupe à l'oignon imprégnait mes cheveux. Mon visage me brûlait encore. Dans le miroir de l'entrée, je me regardais. Qui était cette femme aux yeux rouges, à la robe tachée, au visage marqué par l'humiliation? Pendant 50 ans, j'avais été Clara Pommier. Épouse aimante, mère dévouée, veuve courageuse, femme digne. Et en une soirée, j'étais devenue... quoi? Une victime? Une idiote qui n'avait rien vu venir? Non. Je refusais ce rôle. Je retirai ma robe, la jetai à la poubelle, pris une douche longue et brûlante, laissai l'eau emporter la soupe, la honte, la douleur. Mais elle ne pouvait pas emporter la trahison. Quand je sortis de la douche, j'enfilai ma robe de chambre en coton blanc, préparai une tisane à la camomille, m'assis à ma table de cuisine et j'attendis.
car je savais qu'à cet instant précis, un livreur se dirigeait vers l'adresse que j'avais donnée, vers l'appartement de Baptiste et Margot, avec une enveloppe contenant les 13 photos. 20 et 1h15. Mon téléphone sonna. Baptiste. Je ne répondis pas. Nouveau message. Puis un autre. Puis un autre. Je n'ouvris aucun. Je bus ma tisane lentement, regardai par la fenêtre. La pluie avait cessé. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit. Quelque part dans cette ville, mon fils découvrait que je savais tout. Quelque part dans cette ville, Véronique comprenait que son petit jeu était terminé. Quelque part dans cette ville, Margot tenait enfin la preuve de ce qu'elle refusait de voir depuis des mois. Le téléphone sonna à nouveau. Baptiste. Encore. Cette fois, je décrochai. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» Sa voix tremblait. Colère et panique mélangées. « Moi ?» répondis-je calmement. « Moi, j'ai révélé la vérité, contrairement à toi. Tu ne comprends pas ?»« Oh si, Baptiste, je comprends parfaitement. Tu couches avec la mère de ta femme depuis plus d'1 an, pendant que je croyais que tu construisais une famille, pendant que je m'excusais de prendre trop de place dans ta vie. » Un silence. « Qui t'a dit ça? Quelle importance? C'est vrai, non ?» Nouveau silence. Plus long, plus lourd. « C'est compliqué, maman. »« Compliqué ?» répétai-je, incrédule. « Tu trahis ta femme avec sa propre mère et tu trouves ça compliqué? Tu ne peux pas comprendre. Véronique et moi, c'est différent. C'est quoi, Baptiste? De l'amour? » Il ne répondit pas. « Tu sais ce qui est compliqué ?» continuai-je, la voix durcie par la douleur. « C'est d'élever un enfant seul. De travailler 2 emplois pour payer ses études d'architecture. De pleurer en silence pour ne pas l'inquiéter. De mettre de côté ses propres rêves pour qu'il ait les siens. Ça, c'est compliqué. Mais toi, tu as juste choisi la facilité, l'argent, le confort, et une femme assez manipulatrice pour te faire croire que c'était de l'amour. Ne parle pas de Véronique comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle t'a acheté un appartement? Parce qu'elle t'offre une vie que tu n'aurais jamais pu avoir avec Margot? Avec moi? Maman, arrête. Non, c'est toi qui vas m'écouter maintenant. Ce soir, au restaurant, elle m'a jeté de la soupe brûlante au visage, devant tout le monde. Tu sais ce que tu as fait? Tu as dit qu'elle avait raison. Ton propre fils. Tu as pris sa défense, contre ta mère. Elle était en colère. Tu lui as envoyé ces photos. Ces photos, Baptiste, c'est la vérité. Une vérité que Margot méritait de connaître. Une vérité que toi, tu aurais dû avoir le courage de lui dire. Margot ne comprend pas. Elle ne peut pas? Sa voix se brisa. Elle pleure, maman. Elle pleure et elle hurle. Elle a tout cassé dans l'appartement. Les vases, les cadres, tout. Elle dit qu'elle veut mourir. Quelque chose se serra dans ma poitrine. Malgré tout, malgré ma douleur, je ressentis de la compassion pour Margot. Elle n'avait rien demandé. Elle aimait Baptiste. Elle lui faisait confiance. Et sa propre mère l'avait trahi de la pire manière possible. Alors va la consoler, dis-je doucement. Va lui demander pardon. Va lui dire la vérité, toute la vérité, et laisse-la décider si elle veut rester ou partir. Et Véronique? Quoi, Véronique? Elle dit que si Margot divorce, elle me quittera. Elle dit qu'elle ne peut pas détruire sa fille pour moi. Je laissai échapper un rire amer. Bien sûr qu'elle dit ça, parce que Véronique ne t'aime pas, Baptiste. Elle te possède. Il y a une différence. Tu ne la connais pas. Oh, je la connais mieux que tu ne crois. Je l'ai vue te regarder comme on regarde un trophée. Je l'ai entendue m'humilier pendant des mois. Je l'ai senti, cette soif de contrôle. Elle ne veut pas de toi, Baptiste. Elle veut te dominer, te tenir, te garder loin de moi. Arrête. Pourquoi tu crois qu'elle m'a fait ça ce soir? Parce que je sais. Parce que maintenant, tout le monde va savoir. Et elle ne supporte pas de perdre le contrôle. Baptiste sanglota au bout du fil. Mon fils, mon petit garçon. Et malgré tout, malgré la trahison, malgré la douleur, mon cœur de mère saignait pour lui. Baptiste, murmurai-je, plus doucement, je ne fais pas ça pour te punir. Je le fais parce que tu mérites mieux. Margot mérite mieux. Et moi aussi. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Dire la vérité, affronter les conséquences, et choisir qui tu veux être. Un homme qui se cache derrière l'argent et les mensonges, ou un homme qui se tient debout, même si ça fait mal. Un long silence. Je ne sais pas si j'en suis capable. Alors tu as déjà choisi. Je raccrochais. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait fort. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire.
Les jours suivants furent un enfer silencieux. Baptiste ne m'appela plus, ne répondit à aucun de mes messages, mais je savais ce qui se passait, parce que Lyon est une petite ville, et dans les cercles bourgeois, les secrets ne restent jamais secrets longtemps. Margot avait quitté l'appartement. Elle était retournée vivre chez une amie. Véronique avait engagé un avocat. Elle menaçait de me poursuivre pour diffamation, atteinte à la vie privée, harcèlement moral. Baptiste, lui, était coincé entre deux femmes. 2 mensonges, 2 vies. Et moi, j'étais seule, complètement seule. Mes amies m'appelaient. Elles avaient entendu des rumeurs. Elles voulaient savoir si c'était vrai. Clara, on raconte que Baptiste et Véronique, enfin, tu sais, je ne confirmais rien, ne niais rien. Je disais simplement, la vérité finit toujours par sortir. Une semaine après le dîner, je reçus un courrier recommandé. Une mise en demeure de l'avocat de Véronique. Madame Pommier, vous êtes sommée de cesser immédiatement toute diffusion de documents privés concernant Madame Véronique Deschamps et Monsieur Baptiste Pommier. À défaut, des poursuites judiciaires seront engagées contre vous pour atteinte à l'image, diffamation et violation de la vie privée. Je pliai la lettre, la rangeai dans un tiroir, qu'elle me poursuive, qu'elle essaie. Les photos existaient. Céline Moreau avait d'autres preuves, des témoignages, des dates. Véronique pouvait menacer tant qu'elle voulait. La vérité était là, indéniable. 2 semaines après le dîner, mon téléphone sonna. Un numéro que je ne connaissais pas. Madame Pommier, c'est Margot. Sa voix était faible, cassée. Margot, je voulais vous dire merci. Je ne m'attendais pas à ça. Merci? Oui. Pour les photos, pour la vérité. Je savais. Au fond, je savais. Depuis des mois. Les absences de Baptiste. Les dimanches chez ma mère. Les regards qu'ils échangeaient. Mais je ne voulais pas voir. Elle sanglota. Je me disais que j'étais folle, que j'imaginais des choses. Ma propre mère. Comment c'est possible? Je suis désolée, Margot. Non, ne soyez pas désolée. Vous m'avez libérée. Un long silence. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demandai-je doucement. Je divorce, je quitte Lyon, je retourne à Paris, près de ma tante. Je recommence, loin d'eux, loin de tout ça. Et Baptiste? Baptiste a fait son choix. Il est resté avec elle. Il a déménagé chez elle, dans son grand appartement sur les quais. Mon cœur se serra. Mon fils avait choisi Véronique. L'argent, le confort, la manipulation. Il avait choisi tout ça, contre sa femme, contre moi. Madame Pommier, continua Margot, je veux que vous sachiez quelque chose. Ma mère, elle déteste les femmes fortes. Elle déteste celles qu'elle ne peut pas contrôler. Et vous êtes forte. C'est pour ça qu'elle vous détestait. Parce que vous étiez la seule personne que Baptiste aimait plus qu'elle. Je me demande encore si j'ai bien fait. Si révéler la vérité valait la peine de perdre mon fils. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les mois qui suivirent furent les plus sombres de ma vie, pire que la mort de Robert. Parce qu'au moins, quand Robert était mort, je savais qu'il m'avait aimé, jusqu'à son dernier souffle. Mais Baptiste m'avait choisi, puis il avait choisi quelqu'un d'autre. Et cette douleur-là, personne ne vous prépare à l'affronter. Je continuais ma vie. Je me levais, prenais mon café dans ma tasse en porcelaine, allais à la bibliothèque, voyais mes amis. Mais tout était devenu mécanique, vide. Parfois, en marchant dans les rues de Lyon, je croisais des mères avec leurs fils adultes. Ils riaient ensemble, déjeunaient en terrasse, s'embrassaient sur les joues. Et moi, je détournais le regard, parce que ça faisait trop mal. Baptiste ne m'appelait plus, ne répondait plus à mes messages. J'avais essayé, au début, « Mon chéri, je t'aime, peu importe ce qui s'est passé. Baptiste, s'il te plaît, parlons. Je suis ta mère, je serai toujours là. » Aucune réponse. Puis, un jour, je reçus un message. Bref, froid. « Maman, arrête de m'écrire. J'ai besoin de temps, de distance. Ce que tu as fait, je ne peux pas te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Je relus ce message 100 fois, 1000 fois. Ce que tu as fait. Comme si j'étais la coupable. Comme si c'était moi qui avais trahi. Menti, détruit une famille. Je ne répondis pas. Qu'aurais-je pu dire? 3 mois après le dîner, un mardi matin, je reçus une invitation par courrier. Une carte blanche. Écriture élégante, à l'encre dorée. Véronique Deschamps et Baptiste Pommier sont heureux de vous inviter à célébrer leur union. Samedi 23 mars, 15 h. Mairie du 2e arrondissement, Lyon. Réception privée au domaine de la Roseraie. Je lus,
relus, encore et encore. Leur union. Véronique et Baptiste. Baptiste et Véronique. Mon fils allait épouser la mère de son ex-femme, la femme qui m'avait humilié, qui m'avait écarté, qui m'avait volé mon fils, et il m'envoyait une invitation. Pourquoi? Pour m'humilier une dernière fois? Pour me montrer qu'ils avaient gagné? Je restais assise à ma table de cuisine, cette carte entre les mains, incapable de bouger. Comment en étions-nous arrivés là? Comment le petit garçon qui dessinait des cœurs pour la fête des mères, qui me serrait dans ses bras en disant « Je t'aime, maman », qui pleurait dans mes bras quand son père était mort, comment ce petit garçon était devenu cet homme capable de m'envoyer une invitation à son mariage avec une femme qui m'avait jeté de la soupe au visage? Je déchirai la carte, la jetai à la poubelle, puis, 10 minutes plus tard, je la récupérai, la scotchai, la rangeai dans un tiroir, parce que j'avais besoin de me rappeler, encore et encore, que mon fils était perdu. Les semaines passèrent, je ne dormais plus, ou mal, des cauchemars, toujours les mêmes. Baptiste enfant qui me tendait la main, puis qui la retirait. Encore et encore, je maigrissais. Mes amis s'inquiétaient. « Clara, tu dois manger. Clara, tu devrais voir quelqu'un, un psychologue. Clara, ne te laisse pas détruire par ça. » Mais comment ne pas se laisser détruire quand on perd son unique enfant? Un jeudi après-midi, je marchais sur les quais de Saône. Le printemps arrivait, les arbres bourgeonnaient, les terrasses se remplissaient, et soudain, je les vis, Baptiste et Véronique, assis à une terrasse de café, main dans la main. Elle riait, lui aussi. Ils avaient l'air heureux. Je m'arrêtai net. Mon cœur s'emballa. Mes jambes tremblèrent. Baptiste leva les yeux, me vit. Pendant une seconde, une toute petite seconde, je crus voir une hésitation dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de la honte ou du regret. Puis Véronique suivit son regard, me vit et sourit. Ce sourire victorieux, cruel. Elle se pencha vers Baptiste, lui murmura quelque chose à l'oreille, puis l'embrassa, longuement, ostensiblement, en me regardant. Je détournai les yeux, continuai à marcher, plus vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que je sois hors de vue. Puis je m'assis sur un banc, et je pleurais. Là, au milieu des passants, des joggeurs, des touristes, je pleurais comme je n'avais jamais pleuré. Pour mon fils perdu, pour cette femme qu'il était devenu, pour moi, qui n'avais plus rien. Le soir même, je pris une décision. Je ne pouvais pas rester à Lyon. Pas dans cette ville où chaque rue, chaque café, chaque pont me rappelait Baptiste. Pas dans cette ville où je risquais de les croiser à chaque coin de rue. J'appelai ma sœur, Isabelle. Elle vivait à Annecy, près du lac. « Isabelle, je peux venir chez toi quelques semaines? J'ai besoin de partir. »« Bien sûr, ma chérie. Viens. Reste le temps qu'il faut. » 2 jours plus tard, je bouclai une valise, fermai mon appartement, laissai les clés à ma voisine. « Si Baptiste vient, dites-lui que je l'aime et que je serai toujours sa mère. » Ma voisine, Madame Bertrand, une femme de 75 ans aux cheveux blancs, me serra dans ses bras. « Vous êtes une femme courageuse, Clara. Ne l'oubliez jamais. » Annecy, le lac, les montagnes, le calme. Isabelle habitait une petite maison avec jardin, à 10 minutes du centre-ville. Elle était veuve, elle aussi. Nos maris étaient morts à 2 ans d'intervalle. On s'était soutenus. Puis la vie nous avait éloignés, chacune dans sa ville, chacune dans sa solitude. « Tu restes le temps qu'il faut », répéta-t-elle en m'installant dans la chambre d'amis. Les premiers jours, je ne fis rien. Je dormais, marchais au bord du lac, regardais les cygnes glisser sur l'eau. Je ne pensais à rien, ou plutôt, j'essayais de ne penser à rien. Mais la nuit, les pensées revenaient. Baptiste, Véronique, la soupe brûlante, le sourire cruel, l'invitation au mariage, ce baiser sur la terrasse, tout revenait. Encore et encore. Un soir, Isabelle me rejoignit sur la terrasse. Elle apporta 2 tasses de thé, s'assit à côté de moi. « Tu veux en parler ?» Je lui racontai tout, depuis le début. Depuis le mariage de Baptiste, les humiliations de Véronique, les dimanches annulés, la liaison, les photos, le dîner, la soupe, le message de Baptiste, l'invitation au mariage. Isabelle m'écouta en silence, puis elle posa sa main sur la mienne. « Clara, tu as fait ce qu'il fallait, tu as révélé la vérité. Mais j'ai perdu mon fils. » « Non, ton fils s'est perdu lui-même.
en choisissant l'argent et le confort au lieu de l'intégrité et de l'amour. Mais c'est mon fils, Isabelle. Mon seul enfant. Je sais. Et c'est pour ça que ça fait si mal. Mais écoute-moi bien. Un jour, il se réveillera. Un jour, il comprendra ce qu'il a perdu, ce qu'il a sacrifié. Et ce jour-là, il aura besoin de toi. Et si ce jour n'arrive jamais, elle me regarda droit dans les yeux. Alors tu auras au moins gardé ta dignité, ta vérité, ta conscience tranquille. Et crois-moi, Clara, c'est plus que ce qu'il pourra jamais dire. Les semaines passèrent, puis les mois. Le printemps laissa place à l'été. Les touristes envahirent Annecy. Le lac scintillait sous le soleil. Et moi, lentement, je commençais à guérir. Pas complètement. Jamais complètement. On ne guérit pas vraiment de la perte d'un enfant, même vivant. Mais j'appris à vivre avec. J'appris à me lever chaque matin sans pleurer. J'appris à prendre mon café sans penser à Baptiste. J'appris à marcher au bord du lac sans chercher son visage dans la foule. J'appris à respirer à nouveau. Isabelle m'inscrivit à un atelier d'aquarelle. Je n'avais jamais peint de ma vie, mais j'essayais. Au début, mes tableaux ressemblaient à des gribouillages d'enfants. Puis, peu à peu, quelque chose émergea. Des couleurs, des formes, des émotions. Je peignais le lac, les montagnes, les cygnes. Et parfois, sans m'en rendre compte, je peignais un petit garçon qui tenait la main d'une femme. Un petit garçon qui ressemblait à Baptiste. Un matin de juillet, 6 mois après mon départ de Lyon, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Madame Pommier, c'est Céline Moreau. Vous vous souvenez de moi ?» La jeune femme qui m'avait donné les photos. « Oui, bien sûr. Je voulais vous prévenir. Margot, elle a eu un accident de voiture il y a 2 semaines. » Mon sang se glaça. « Quoi ? Elle va bien. Enfin, physiquement. Mais elle n'était pas bien. Depuis le divorce. Elle buvait beaucoup. Elle ne dormait plus. Et un soir, elle a pris sa voiture. Elle est rentrée dans un arbre. Mon Dieu, elle est à l'hôpital, à Paris. Et elle demande à vous voir. Moi ? Pourquoi moi ? Parce que vous êtes la seule personne qui a eu le courage de lui dire la vérité. La seule qui ne l'a pas trahi. Je fermai les yeux. Margot, cette jeune femme douce et silencieuse, broyée par sa propre mère et par mon fils. Donnez-moi l'adresse de l'hôpital, dis-je. J'arrive. 2 jours plus tard, j'étais dans le TGV pour Paris. Isabelle avait insisté pour m'accompagner, mais je lui avais dit non. Ce voyage, je devais le faire seule. Par la fenêtre défilaient les champs de blé doré, les villages endormis, les collines vertes, la France dans toute sa beauté paisible. Mais moi, je ne voyais rien. Je pensais à Margot, à cette jeune femme brisée par ceux qui auraient dû la protéger, sa propre mère, mon propre fils. L'hôpital Saint-Louis se trouvait dans le 10e arrondissement. Un grand bâtiment blanc aux couleurs ternes. L'odeur d'antiseptique me saisit dès l'entrée. Margot Deschamps, s'il vous plaît ? 3e étage, chambre 312. Je montais les escaliers lentement. Mon cœur battait fort. Qu'allais-je lui dire ? Que pouvais-je lui dire ? Devant la porte de la chambre, je m'arrêtai. Respirai profondément. Frappai doucement. Entrez. Margot était assise dans son lit, le bras gauche plâtré, un bandage sur le front. Elle avait maigri. Ses yeux noisettes étaient cernés. Ses cheveux, autrefois si bien coiffés, pendaient en mèches ternes. Mais quand elle me vit, elle sourit. Un sourire triste, mais sincère. « Madame Pommier, vous êtes venue. » Je m'approchai, m'assis sur la chaise à côté du lit. « Bien sûr que je suis venue. Comment te sens-tu ? » « Vivante, c'est déjà ça. » Elle regarda par la fenêtre, le ciel gris de Paris. Les toits d'ardoise, les pigeons sur le rebord. Je ne voulais pas mourir, vous savez, pas vraiment, mais je ne voulais plus sentir cette douleur, tout le temps, partout. Sa voix se brisa. Alors j'ai bu, une bouteille de vin, puis une autre, et je me suis dit, juste un tour en voiture, juste rouler, pour ne plus penser. Je pris sa main valide, la serrai doucement. Je suis désolée, Margot, désolée pour tout. Pourquoi vous excusez-vous ? Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, j'aurais peut-être dû vous parler d'abord, avant d'envoyer les photos. Non, si vous m'aviez parlé, je n'aurais pas voulu écouter. Je vous aurais traité de menteuse, comme j'ai traité Céline quand elle a essayé de me prévenir. J'avais besoin de la preuve, de la vérité, en face, brutale. Elle essuya une larme. Ma mère, ma propre mère, vous savez ce qui est le pire ? Quoi ? C'est qu'elle ne regrette rien, absolument rien.
Margot sortit son téléphone de sous son oreiller, ouvrit une conversation, me l'attendit. C'était un échange de messages entre elle et Véronique, datant de 2 semaines avant l'accident. Margot: comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta fille. Véronique: tu es ma fille. Mais Baptiste est l'homme de ma vie. Tu comprendras un jour. Margot: l'homme de ta vie? C'était mon mari. Véronique: il n'était pas heureux avec toi. Il me l'a dit. Tu es trop effacée, trop fade. Moi, je le comprends. Je le stimule. Margot: tu es malade. Tu as besoin d'aide. Véronique: non, ma chérie, c'est toi qui as besoin d'aide. Pour accepter que certaines femmes sont faites pour être aimées et d'autres pour s'effacer. Je lus ces mots, 1 fois, 2 fois. Une mère qui disait à sa propre fille qu'elle était faite pour s'effacer. Mon Dieu, Margot, elle ne m'a jamais aimée, vous savez? Pas vraiment, j'étais juste un accessoire, une preuve qu'elle pouvait être mère. Mais elle ne voulait pas d'enfant, elle voulait être admirée, désirée, toujours au centre. Margot ferma les yeux. Quand j'étais petite, elle organisait des dîners, des soirées, elle portait de belles robes, tous les hommes la regardaient, et mon père, mon pauvre père, il essayait de la rendre heureuse, mais rien n'était jamais assez. Où est ton père maintenant? Mort, il y a 10 ans, crise cardiaque, comme le vôtre. Elle ouvrit les yeux, me regarda. Vous savez ce qu'elle a dit à son enterrement? Enfin libre, elle a dit ça, devant moi, devant les invités. Enfin, libre. Mon cœur se serra. Margot, tu mérites tellement mieux que tout ça. Je sais. Enfin, maintenant je sais. Mais pendant des années, j'ai essayé de gagner son amour, d'être parfaite, d'être belle, intelligente, digne. Mais rien ne suffisait jamais. Elle se redressa légèrement dans son lit. Et quand j'ai épousé Baptiste, j'ai cru que j'avais enfin réussi quelque chose, que j'avais trouvé un homme bien, un homme qui m'aimait. Sa voix devint un murmure. Mais elle me l'a volé, comme elle vole tout. Nous parlâmes pendant 2 heures. Margot me raconta tout. Les signes qu'elle avait ignorés, les absences de Baptiste, les dimanches chez Véronique, où elle se sentait de trop, les regards complices entre eux, les messages effacés, les mensonges. Un jour, je suis rentrée à la maison plus tôt que prévu. Baptiste était au téléphone. Il parlait doucement, tendrement. Je l'ai entendu dire « Moi aussi je t'aime » à ce soir. Quand il a raccroché, je lui ai demandé « C'était qui ?» Il a dit « Un client, pour un projet ». Mais ses yeux me disaient qu'il mentait. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Parce que j'avais peur. Peur de savoir, peur de perdre, peur d'avoir raison. Je comprenais. Oh, comme je comprenais. Cette peur de la vérité. Cette peur qui nous fait accepter l'inacceptable, jusqu'à ce que la vérité explose et détruise tout. Ils se marient dans 3 semaines, dit soudain Margot. Je sais, ils m'ont envoyé une invitation. Elle me regarda, stupéfaite. Ils vous ont invité? Oui. Véronique voulait probablement m'humilier une dernière fois. Margot secoua la tête. Elle est d'une cruauté inimaginable. Oui. Un silence. Puis Margot reprit. Madame Pommier, Clara, puis-je vous appeler Clara? Bien sûr. Clara, je vais vous demander quelque chose, et vous avez le droit de refuser. Dis-moi, venez au mariage avec moi. Je la regardais, incrédule. Quoi? Venez au mariage, avec moi, ensemble. Margot, tu es folle? Pourquoi voudrais-tu aller à leur mariage? Ses yeux brillèrent, pas de larmes, quelque chose d'autre, quelque chose de dur, de déterminé. Parce que je refuse de me cacher. Je refuse de leur donner la satisfaction de croire qu'ils m'ont détruite. Mais, écoutez-moi, pendant 6 mois, j'ai pleuré, j'ai bu, j'ai failli mourir, mais maintenant, je suis vivante, et je veux qu'ils le voient. Je veux qu'ils voient que je ne suis pas brisée, que nous ne sommes pas brisés. Elle serra ma main. Vous et moi, Clara, nous sommes les 2 femmes qu'ils ont trahies, les 2 femmes qu'ils ont écartées. Mais nous sommes toujours debout. Et je veux qu'il le sache. Je restais silencieuse. Mon cœur battait fort. Aller à ce mariage, voir Baptiste épouser Véronique, c'était de la folie. Mais quelque chose en moi, quelque chose de profond, répondait à cette idée. Oui, pourquoi devrais-je me cacher? Pourquoi devrais-je avoir honte? C'était eux qui avaient menti, trahi, détruit, pas moi. D'accord, dis-je enfin. Margot sourit.
Un vrai sourire. Pour la première fois depuis mon arrivée. Merci. Mais à une condition. Laquelle? On y va ensemble. Mais on part ensemble aussi. On ne reste pas. On ne leur donne pas ce plaisir. On entre, on se montre et on sort. Digne, debout. Marché conclu. Je restais à Paris 3 jours. Je rendais visite à Margot chaque après-midi. Nous parlions. De tout. De nos vies, de nos douleurs, de nos espoirs. Elle me raconta son enfance avec Véronique. Les humiliations quotidiennes. Les comparaisons avec d'autres filles. Plus jolies, plus vives, plus intéressantes. Les dîners où Véronique flirtait avec les pères de ses amis. Un jour, j'ai ramené un petit ami à la maison. J'avais 16 ans. Il s'appelait Lucas. Il était gentil, timide. Véronique l'a regardé, lui a souri. Et pendant tout le dîner, elle a monopolisé la conversation. Elle riait, se penchait vers lui, touchait son bras. À la fin du repas, Lucas m'a dit « Ta mère est incroyable. Pas toi, ta mère. » 2 semaines plus tard, il m'a quitté. Margot essuya une larme. J'ai toujours su qu'elle était toxique, mais c'est ma mère. On n'abandonne pas sa mère, même quand elle nous détruit. Si, dis-je doucement, parfois, il faut, pour survivre. Le 3e jour, Margot sortit de l'hôpital. Sa tante, chez qui elle logeait, vint la chercher. Avant de partir, elle me serra dans ses bras. Rendez-vous le 23 mars, 15 heures, devant la mairie du 2e arrondissement. Je serai là. Clara? Oui. Merci de m'avoir rendu ma dignité. Je souris, les larmes aux yeux. C'est toi qui me l'as rendu, Margot. Dans le train du retour vers Annecy, je regardais défiler les paysages. Mon téléphone vibra. Un message de Baptiste, le premier depuis 6 mois. Baptiste, maman, Margot m'a dit que tu étais venue la voir à l'hôpital. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux détruire mon bonheur? Je regardais ce message longtemps. Ton bonheur. Construit sur les ruines de ta femme, de ta mère, de ta dignité. Je tapais une réponse, l'effaçais, en tapais une autre, l'effaçais encore. Puis finalement, j'écrivis. Clara, je ne détruis rien, Baptiste. Je suis juste là pour ceux que tu as détruits. Et le 23 mars, je serai là aussi. Pas pour toi, pas pour elle, pour moi. J'envoyais le message. Il ne répondit pas, mais je savais qu'il l'avait lu. Et je savais qu'il avait compris. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Les 2 semaines qui suivirent furent étranges, comme vivre dans l'œil d'un ouragan. Tout semblait calme en surface, mais je sentais la tempête approcher. Je retournai à Annecy, repris mes promenades au bord du lac, mes cours d'aquarelle, mes tasses de thé avec Isabelle, mais tout avait changé, parce que maintenant j'avais un but, une date, une mission, le 23 mars, le mariage. Isabelle me regardait avec inquiétude. « Clara, tu es sûre de vouloir faire ça? »« Oui. Mais pourquoi? Pourquoi te faire du mal ?» Je posais ma tasse, regardais ma sœur dans les yeux. Parce que pendant 6 mois, je me suis cachée. J'ai fui Lyon. J'ai pleuré. Je me suis sentie coupable, honteuse. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Mais tu n'as rien fait de mal. Je sais. Maintenant, je le sais. Mais eux, Baptiste, Véronique, ils m'ont fait croire que j'étais la méchante de cette histoire, que j'avais détruit leur bonheur. Je serrai les poings. Alors je vais aller à ce mariage, et je vais leur montrer que je ne suis pas détruite, que je ne me cache pas, que je n'ai pas honte. Isabelle hocha lentement la tête. Et après le mariage, que feras-tu? Je vivrai. Enfin, vraiment, sans l'ombre de Baptiste, sans l'attente de son pardon, sans l'espoir qu'il revienne. 1 semaine avant le mariage, je reçus un appel de Margot. « Clara, j'ai peur. » « De quoi? » « De les voir, de la voir, elle. J'ai peur de m'effondrer, de pleurer, de lui donner raison, de lui prouver que je suis faible. Margot, écoute-moi bien. Tu n'es pas faible. Tu es là, vivante. Après tout ce qu'elle t'a fait, c'est ça la force. Mais et si je n'y arrive pas? Et si... Alors tu me regardes, tu me serres la main, et on sort ensemble. D'accord? On n'est pas obligé de rester. On entre, on se montre, et on part. Un silence. Puis, d'accord, merci Clara. On se voit samedi, 14h30, devant la mairie. Oui, à samedi. Le 23 mars arriva. Je me levai tôt, pris le premier TGV pour Lyon. Mon cœur battait fort, mais je n'avais pas peur. J'avais préparé ma tenue la veille, une robe en lin gris perle, élégante, sobre, digne, des escarpins nudes, un châle en cachemire beige.
Mes cheveux attachés en chignon bas. Pas de bijoux ostentatoires, pas de maquillage excessif. Juste moi, Clara Pommier, 68 ans. Mère, veuve, femme debout. J'arrivais à Lyon à 13 heures, marchais jusqu'à la mairie du 2e arrondissement. Il faisait beau, un ciel bleu éclatant, les premiers bourgeons sur les arbres, le printemps dans toute sa splendeur. Devant la mairie, des voitures de luxe étaient garées. Mercedes, Audi, BMW, les invités de Véronique sans doute. Le gratin lyonnais, les amis fortunés. Margot arrivait justement. Elle portait une robe blanche, pas une robe de mariée, non. Une robe simple, en coton blanc, à manches longues. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle n'était pas maquillée. Elle ressemblait à une apparition, pure, fragile, mais debout. Quand elle me vit, elle sourit. « Vous êtes venu ?»« Bien sûr. » Nous nous serrâmes dans les bras. Longtemps. « Prête ?» demandai-je. « Non, mais allons-y quand même. » Nous montâmes les marches de la mairie, main dans la main. À l'intérieur, une cinquantaine d'invités attendaient dans la salle des mariages. Des femmes en tailleur Chanel, des hommes en costume sur mesure, des conversations à voix basse, des rires polis. Quand nous entrâmes, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers nous. Margot, la fille, l'ex-femme, Clara, la mère, la paria, ensemble. Véronique était assise au premier rang, à gauche. Elle portait une robe longue en soie champagne, un collier de perles imposant, un chapeau à voilette. Elle ressemblait à une reine. Quand elle nous vit, son visage se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se durcirent. Baptiste était debout près de l'officier d'état civil, en costume gris anthracite. Quand il me vit, il pâlit. Ses mains tremblèrent. « Maman » murmura-t-il. Je ne répondis pas. Je marchai calmement jusqu'au 3e rang, à droite. Margot à mes côtés. Nous nous assîmes. Le silence dans la salle était assourdissant. Véronique se leva brusquement, se dirigea vers nous. Son visage était livide de rage contenue. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» siffla-t-elle entre ses dents. « Nous assistons à un mariage, » répondis-je calmement. « Vous nous avez invités, il me semble. Cette invitation n'était pas sérieuse, et vous le savez très bien. »« Ah bon ?» Pourtant, elle était écrite noir sur blanc, sur papier vélin, avec de la dorure, très élégant d'ailleurs. Margot serra ma main, fort. Véronique se tourna vers sa fille. « Toi, comment oses-tu? Comment oses-tu venir à mon mariage? »« À ton mariage avec mon ex-mari, tu veux dire ?» répondit Margot d'une voix tremblante mais claire. Véronique leva la main, comme pour la gifler. Mais Margot ne bougea pas, ne sia pas. « Vas-y, frappe-moi, devant tous ces gens. Montre-leur qui tu es vraiment. » Véronique baissa la main, son visage tordu de haine. « Vous êtes pathétiques, toutes les deux. Vous venez ici pourquoi? Pour gâcher mon bonheur? Pour vous venger? Non, dis-je doucement. Nous venons pour nous rappeler que nous existons, que nous sommes encore là, malgré tout ce que vous avez fait. » Baptiste s'approcha. « Maman, s'il te plaît, pars, ne fais pas ça. » Je le regardais. Mon fils, cet homme que je ne reconnaissais plus. « Baptiste, je suis venu ici parce que tu m'as invité, parce que malgré tout, tu es mon fils. Et je voulais voir de mes propres yeux l'homme que tu es devenu. Maman, non, laisse-moi finir. » Ma voix était calme, mais ferme. Pendant 50 ans, j'ai été ta mère. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon temps, mon argent, mon amour. Et tu as choisi ça. Je désignais Véronique. Tu as choisi une femme qui a détruit sa propre fille, une femme qui m'a humiliée publiquement, une femme qui ne t'aime pas, Baptiste. Elle te possède. Et un jour, quand tu ne seras plus utile, elle te jettera, comme elle a jeté tous les autres. Véronique éclata de rire. Un rire froid, métallique. C'est ça, empoisonne-le contre moi, comme tu as essayé de le faire pendant des années. Mais devine quoi, Clara? Il m'a choisi, pas toi, moi. Oui, dis-je, il t'a choisi, et je vais devoir vivre avec ça. Mais toi, Véronique, tu devras vivre avec ce que tu es. Je me levai, Margot aussi. Nous allons partir maintenant. Nous sommes venus, nous vous avons vus, c'est suffisant. Attendez, dit soudain Baptiste. Nous nous retournâmes. Il avait les larmes aux yeux. Maman, est-ce que tu me pardonneras un jour? Mon cœur se serra, malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison. Je ne sais pas, Baptiste. Honnêtement, je ne sais pas. Je regardais Margot, puis Baptiste, puis Véronique. Mais ce que je sais,
c'est que je ne passerai pas le reste de ma vie à attendre que tu me demandes pardon. Je vais vivre, avec ou sans toi. Nous marchâmes vers la sortie, dignement, lentement. Derrière nous, j'entendis Véronique siffler à Baptiste. « Laisse-les partir. Tu n'as plus besoin d'elles. Tu m'as, moi. » Et Baptiste ne dit rien. Dehors, sur les marches de la mairie, Margot et moi nous arrêtâmes. Le soleil brillait. Les passants marchaient. La vie continuait. Margot se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « On l'a fait. Oui, on l'a fait. Je pensais que j'allais m'effondrer. Mais non, je me sens libre? Oui, libre. » Nous descendîmes les marches, marchâmes jusqu'à un café à quelques rues de là. Commandâmes 2 cafés. Nous assîmes en terrasse. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demandai-je. « Je retourne à Paris. Je reprends l'enseignement. J'ai trouvé un petit studio dans le Marais. Je recommence. »« Et ta mère ?»« Ma mère ?» Margot soupira. « Je ne la reverrai plus. Jamais. Elle est morte pour moi. Comme Baptiste est mort pour vous. » Je bus une gorgée de café. Regardais les gens passer. Pas tout à fait mort, pas encore, mais différent, perdu. Vous pensez qu'il se réveillera un jour? Peut-être, ou peut-être pas. Mais je ne peux pas attendre. Je ne peux pas mettre ma vie en pause pour un peut-être. Margot hocha la tête. Vous savez ce que m'a dit ma thérapeute? Non. Elle m'a dit, certaines personnes ne sont pas capables d'aimer. Elles sont juste capables de prendre. Véronique, elle prend. Elle a toujours pris. Mon père, moi, Baptiste, elle prend jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Et après, elle cherche quelqu'un d'autre. Je pensais à Baptiste, à cet homme piégé dans la toile d'une araignée. Il va souffrir, murmurai-je. Oui, mais c'est son choix. Et nous avons fait le nôtre. Nous restâmes dans ce café pendant 2 heures, à parler, à rire parfois, à pleurer aussi. Puis Margot dut partir. Son train pour Paris partait à 18 heures. Garde contact, Clara, s'il te plaît. Promis. Et si un jour Baptiste revient, oui, n'oublie pas ce qu'il t'a fait. Ne pardonne pas trop vite. Tu mérites mieux. Toi aussi, Margot. Toi aussi. Nous nous embrassâmes une dernière fois. Et elle partit. Moi, je restais à Lyon cette nuit-là. Je louais une chambre d'hôtel près de la gare. Dans le silence de cette chambre anonyme, je m'assis sur le lit, regardais par la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit. Quelque part dans cette ville, Baptiste et Véronique célébraient leur mariage. Et moi j'étais seule, mais debout. J'avais perdu mon fils, mais j'avais retrouvé ma dignité. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentis en paix, pas heureuse, pas encore, mais en paix, parce que j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais dit la vérité, j'avais affronté mes peurs, j'avais regardé mon fils dans les yeux, et lui avais dit qui il était devenu. Le reste ne dépendait plus de moi. 3 ans passèrent, 3 ans pendant lesquels je reconstruisis ma vie. Pas celle que j'avais eue, pas celle que j'avais rêvée, mais une vie nouvelle, ma vie. Je quittais définitivement Lyon. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Je m'installai à Annecy, près d'Isabelle. Je trouvai un petit appartement avec vue sur le lac. 2 pièces, un balcon avec des géraniums, une cuisine où je préparais mon café chaque matin dans ma tasse en porcelaine, celle que j'avais emportée de Lyon. Mon ancrage, mon rituel. Je continuais l'aquarelle. Mes tableaux s'améliorèrent. Je vendis même quelques toiles dans une galerie locale. Rien de révolutionnaire, juste des paysages, des signes, des montagnes, des moments de paix figés sur papier. Margot et moi restions en contact, des messages réguliers, des appels téléphoniques parfois. Elle allait mieux, beaucoup mieux. Elle avait rencontré quelqu'un, un professeur de mathématiques, doux et timide. Tout l'opposé de Baptiste, m'avait-elle dit en riant. Elle ne parlait jamais de Véronique, jamais de Baptiste. Cette partie de sa vie était close, définitivement. Moi aussi, j'essayais de tourner la page. Mais certaines nuits, je pensais encore à mon fils. Je me demandais s'il était heureux, s'il regrettait, s'il pensait à moi. Je ne cherchais pas à savoir. Je ne demandais rien à personne. Je n'allais pas sur les réseaux sociaux. Je vivais, un jour après l'autre. Puis, un mardi matin de novembre, exactement 3 ans après ce dîner où Véronique m'avait jeté de la soupe au visage, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Madame Pommier? Oui? Bonjour. Je m'appelle Maître Duchamp. Je suis notaire à Lyon. Je vous appelle au sujet de Monsieur Baptiste Pommier. Mon cœur s'arrêta. Il lui est arrivé quelque chose? Non.
Il va bien? Enfin, physiquement? Mais il souhaite vous voir, de toute urgence. Il dit que c'est important. Pourquoi passe-t-il par vous? Parce qu'il n'ose pas vous appeler directement. Il pense que vous ne répondriez pas. Un silence. Il a raison, dis-je calmement. Madame Pommier, je comprends. Mais il insiste. Il dit qu'il doit vous parler. Que c'est une question de... Le notaire hésita. De vie ou de mort? Je fermai les yeux. Vie ou de mort? Encore un drame, encore une manipulation. Dites-lui que s'il veut me parler, il peut m'écrire. Une lettre, manuscrite, pas un message, pas un email, une vraie lettre, et je déciderai si je veux le voir. Très bien, madame, je lui transmettrai. Il raccrocha. Je restai assise à ma table, le téléphone entre les mains, le cœur battant. Baptiste, après 3 ans de silence. Que voulait-il? 4 jours plus tard, je reçus une enveloppe, cachée de la poste de Lyon. Écriture familière, celle de Baptiste. Je la posai sur la table, la regardai pendant 1 heure, puis je l'ouvris. Maman, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si tu liras cette lettre, mais je dois essayer. Je t'écris de l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon. Ne t'inquiète pas, je vais bien, physiquement. Mais, maman, ma vie s'est effondrée. Véronique est partie. Il y a 3 semaines. Elle m'a quitté pour un galeriste parisien. Plus jeune, plus riche, plus tout ce que je ne suis plus pour elle. Elle est partie du jour au lendemain, a vidé notre compte bancaire commun, a pris ses affaires, m'a laissé une lettre de 3 lignes. Baptiste, tu as été une belle distraction, mais je mérite mieux. Bonne chance pour la suite. Voilà, 3 ans de ma vie, résumés en 3 lignes. Mais ce n'est pas le pire, maman. Le pire, c'est que je suis ruinée. L'appartement que nous habitions, il était à son nom. La voiture, à son nom. Les meubles, les tableaux, tout, à son nom. Quand elle est partie, elle a tout repris, tout. Je me suis retrouvée dans la rue avec une valise et un compte bancaire vide. Et tu sais ce que j'ai découvert, maman? Que pendant 3 ans, elle m'a menti. Surtout, elle ne m'aimait pas. Elle ne m'a jamais aimée. Elle voulait juste me posséder, me contrôler, montrer qu'elle pouvait voler le mari de sa propre fille. Prouver qu'elle était plus désirable, plus puissante. J'étais un trophée, rien de plus. Et quand je ne suis plus brillant, quand j'ai commencé à perdre des clients, à être fatigué, à avoir des rides, elle m'a jeté, comme on jette un objet cassé. Maman, je suis à l'hôpital parce que j'ai fait une bêtise. J'ai pris des cachets, trop de cachets. Je voulais juste ne plus sentir cette douleur, cette honte, ce dégoût de moi-même. Mais un voisin m'a trouvé, a appelé les secours. Et me voilà, vivant, mais vide. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai trahi, humilié, abandonné. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais maman, si tu as encore un tout petit morceau d'amour pour moi, s'il te plaît, viens me voir, une seule fois, juste pour que je puisse te regarder dans les yeux et te dire que tu avais raison. Surtout, que je suis désolée, tellement désolée. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimée, même quand je faisais semblant du contraire. Ton fils, Baptiste. Je repliai la lettre. Mes mains tremblaient. Des larmes coulaient sur mes joues. Mon fils, mon petit garçon, brisé, détruit, seul. Isabelle entra dans la cuisine, me vit pleurer. Clara, qu'est-ce qui se passe? Je lui tendis la lettre. Elle la lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu, je dois y aller, dis-je. Clara, réfléchis bien. C'est peut-être une manipulation, encore? Je secouai la tête. Non. J'ai entendu de la manipulation pendant 3 ans, dans la voix de Véronique, dans les excuses vides de Baptiste. Mais là, je regardais Isabelle. Là, c'est différent. C'est de la douleur, vraie, profonde. Et malgré tout ce qu'il m'a fait, c'est mon fils. Et s'il te fait encore mal, alors je partirai. Encore. Mais cette fois, je saurai que j'ai essayé. Jusqu'au bout. Le lendemain matin, je pris le train pour Lyon. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose. L'hôpital Édouard Herriot, un grand bâtiment blanc, des couloirs qui sentaient l'antiseptique, des infirmières qui marchaient vite, des chariots qui roulaient. Baptiste Pommier, s'il vous plaît. 5e étage, chambre 518, service psychiatrie. Je montais lentement. Chaque marche était lourde. Devant la porte de la chambre, je m'arrêtais, respirais profondément. Puis je frappais. Entrez.
Je poussai la porte. Baptiste était assis sur son lit, maigre, tellement maigre. Ses cheveux grisonnaient, ses yeux étaient cernés. Il portait une blouse d'hôpital bleue. Il avait 40 ans, mais il en paraissait 60. Quand il me vit, il éclata en sanglots. « Maman ?» Je m'approchai, m'assis sur la chaise à côté du lit. « Je suis là, Baptiste. » Il pleura pendant 10 minutes, sans s'arrêter, comme un enfant. Et moi, je ne dis rien. Je posai juste ma main sur la sienne. Quand il se calma enfin, il me regarda. « Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Je sais, tu avais raison. Surtout, Véronique. Elle ne m'aimait pas. Elle m'utilisait. Et quand je ne servais plus à rien, sa voix se brisa. Elle m'a jeté, comme une ordure. Qu'est-ce qui s'est passé, Baptiste? Il prit une grande inspiration. Il y a 6 mois, j'ai commencé à perdre des clients. L'économie, la concurrence. Je ne sais pas. Mes revenus ont chuté. Véronique a commencé à changer. Elle était froide, distante. Elle sortait seule, rentrait tard. Et puis un soir, je suis rentrée plus tôt que prévu. Elle était au téléphone. Elle riait. Elle disait « Non, lui, il est fini. Plus d'argent, plus de contact. Je vais bientôt passer à autre chose. » Quand elle m'a vue, elle a raccroché, m'a regardé et a dit « C'était juste un ami. Tu es parano. » Mais je savais qu'elle parlait de moi. Baptiste essuya ses larmes. 2 semaines plus tard, elle m'a annoncé qu'elle partait. Comme ça, froidement. Elle m'a dit « Tu as été amusant, Baptiste, mais maintenant tu m'ennuies. » Et quand j'ai voulu parler, pleurer, supplier, elle a ri. Elle m'a dit « Regarde-toi, tu pleures comme ta mère pleurait. Vous êtes tous les deux pathétiques. » Mon cœur se serra. Puis elle est partie, et je me suis retrouvée nulle part, sans argent, sans maison, sans elle, sans toi. Il me regarda, les yeux rouges. « J'ai perdu tout le monde, maman. Margot, toi, et finalement, Véronique. » Je me suis retrouvée seule, complètement seule. Et un soir, j'ai pris des cachets. Je voulais juste disparaître, ne plus exister. Je serrai sa main. « Mais tu es là, tu es vivant. » « Oui, mais pourquoi? Pour qui? Pour toi, Baptiste. Pour te reconstruire. Je ne sais pas comment. Moi non plus, je ne savais pas. Quand ton père est mort, quand tu m'as abandonné, mais j'ai appris, un jour à la fois. » Baptiste hocha la tête. « Maman, est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner ?» Je restai silencieuse longtemps. Pardonner. Ce mot si lourd, si difficile. Je ne sais pas, Baptiste. Honnêtement. Il baissa les yeux. « Mais, continuai-je, je suis ici, maintenant, et c'est déjà un début. » Je restai à Lyon 3 jours. Je rendais visite à Baptiste chaque après-midi. Nous parlions. De tout. De sa vie avec Véronique. Des mensonges, des manipulations. De comment elle l'avait isolé de tout le monde. De ses amis, de ses collègues, de moi. Elle disait toujours « Tu n'as besoin de personne d'autre que moi. Je suis suffisante. » Et je l'ai cru. Elle critiquait mes amis. Ils sont médiocres. Ils te tirent vers le bas. Elle critiquait mon travail. Tu pourrais faire mieux, si seulement tu m'écoutais. Et petit à petit, je suis devenue personne. Juste une extension d'elle. Je l'écoutais. Et je voyais le schéma. L'emprise. La manipulation. Véronique était une prédatrice. Elle choisissait des hommes vulnérables. Baptiste, après notre conflit, le galeriste parisien probablement en quête de reconnaissance, et elle les dévorait. Lentement. Le 3e jour, Baptiste me posa une question. « Maman, quand Véronique t'a jeté cette soupe, tu te souviens de ce que tu as ressenti ? » « Oui, de l'humiliation, de la douleur, de la colère. Pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi tu n'as pas crié ? » Je réfléchis. Parce que crier, c'était lui donner ce qu'elle voulait. Une scène, un spectacle, une preuve que j'étais faible. Alors tu es parti, dignement. « Oui ?» Baptiste hocha la tête. « Je comprends maintenant. Tu étais plus forte qu'elle. » Et elle ne supportait pas. Le 4e jour, je retournai à Annecy. Baptiste devait rester à l'hôpital encore 2 semaines. Suivi psychiatrique, thérapie. Avant de partir, je lui dis « Baptiste, je ne te promets rien. Je ne sais pas si notre relation sera un jour comme avant. Peut-être que non. Probablement que non. Mais je serai là. Pas comme avant, différemment, avec des limites, avec prudence. Mais je serai là. » Il pleura, me serra dans ses bras. « Merci, maman. » Dans le train du retour, je regardais le paysage défiler. La vie avait rendu justice.
à sa manière, naturellement. Véronique, cette femme qui pensait tout contrôler, avait fini seule, passant d'un homme à l'autre, incapable d'aimer, incapable d'être aimée. Baptiste avait payé le prix de ses choix, la ruine, la solitude, l'effondrement. Et moi j'avais survécu, reconstruit, trouvé la paix, pas le bonheur parfait, pas la vie rêvée, mais une vie digne, une vie où je pouvais me regarder dans le miroir sans honte. Et ça, personne ne pouvait me le voler. 5 ans après cette visite à l'hôpital, je suis assise sur mon balcon à Annecy, ma tasse de porcelaine à la main, celle avec les roses peintes, mon rituel du matin, mon ancrage. Le lac brille sous le soleil de juin, des voiliers glissent sur l'eau, les montagnes se découpent dans le ciel bleu. J'ai 73 ans aujourd'hui, et pour la première fois depuis très longtemps, je me sens complète. Baptiste et moi avons reconstruit une relation, différente, prudente, mais réelle. Il vit maintenant à Grenoble. Il a tout recommencé. Un petit cabinet d'architecture, des projets modestes, une vie simple. Il vient me voir une fois par mois. Nous déjeunons ensemble. Nous parlons. De tout. De rien. De ce qui fut. De ce qui est. Il ne parle jamais de Véronique. Jamais. Cette partie de sa vie est fermée, comme un chapitre noir qu'on referme pour toujours. Il a rencontré quelqu'un il y a 2 ans. Une femme de son âge. Divorcée. Mère de 2 enfants. Une femme simple, douce, qui travaille comme infirmière. Quand il me l'a présentée, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avec Véronique. De la paix. De la vraie tendresse. De l'égalité. « Maman, je voulais te demander quelque chose », m'avait-il dit ce jour-là. « Oui ? Est-ce que tu l'aimes bien, Sophie ?» J'avais souri. « Ce n'est pas à moi de l'aimer, Baptiste. C'est à toi. Mais ton avis compte. Alors oui, je l'aime bien. Elle te regarde comme on regarde un égal. Pas comme on regarde un trophée. C'est tout ce qui compte. » Il avait hoché la tête, les larmes aux yeux. Margot s'est mariée il y a 3 ans, avec Thomas, le professeur de mathématiques. Une cérémonie simple à Paris, près du canal Saint-Martin. Juste la famille proche et quelques amis. Elle m'avait invité. « Clara, vous êtes ma famille. » Plus que ma mère ne l'a jamais été. J'avais pleuré en lisant cette invitation. Le jour du mariage, Margot était radieuse. Pas de robe extravagante, juste une robe blanche, simple, en dentelle, des fleurs dans les cheveux, un sourire lumineux. Quand elle m'a vue, elle s'est précipitée vers moi. « Vous êtes venu ?» « Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. » Nous nous sommes serrés dans les bras. Longtemps. « Merci », avait-elle murmuré. « Merci de m'avoir sauvée. »« Non, Margot, c'est toi qui t'es sauvée. Moi, j'ai juste ouvert une porte. Et Véronique, je n'ai jamais cherché à savoir, jamais demandé, jamais voulu savoir. Mais il y a 6 mois, Margot m'a appelé. « Clara, je dois te dire quelque chose, sur ma mère. » Mon cœur s'est serré. « Tu n'es pas obligée, Margot. »« Si, je crois que tu as le droit de savoir. » Elle a pris une grande inspiration. Elle est seule maintenant, complètement seule. Le galeriste parisien l'a quittée après 2 ans, pour une femme plus jeune. Elle a essayé de revenir vers Baptiste, il y a 3 ans. Elle lui a écrit. Elle lui a dit qu'elle regrettait, qu'elle l'aimait, qu'elle s'était trompée. Baptiste l'a bloquée partout. Il ne lui a jamais répondu. Puis elle a essayé avec moi, il y a 1 an. Elle m'a envoyé une longue lettre. Elle disait qu'elle était malade, qu'elle avait besoin de moi, que j'étais sa fille, que le sang comptait. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai déchiré la lettre et j'ai continué ma vie. Un silence. Tu sais où elle vit maintenant ? Avait demandé Margot. Non. Dans un petit appartement à Villeurbanne. Elle a dû vendre son grand appartement sur les quais. Elle n'a plus d'argent, plus d'amis, plus personne. Une connaissance commune m'a dit qu'elle passe ses journées seule, qu'elle sort à peine, qu'elle a vieilli de 20 ans. Margot avait marqué une pause. La vie lui a rendu exactement ce qu'elle a donné, la solitude, le mépris, l'abandon. Je n'avais rien dit. Qu'aurais-je pu dire ? Une partie de moi, une toute petite partie, ressentait presque de la pitié. Mais une autre partie, plus grande, savait que c'était juste, pas de la vengeance, de la justice. Véronique avait choisi de détruire, d'humilier, de manipuler. Et maintenant, elle vivait dans les décombres de ses propres choix. Aujourd'hui, assise sur mon balcon, je pense à tout ce chemin parcouru, à la femme que j'étais il y a 8 ans, celle qui pleurait en silence, qui se sentait coupable,
qui pensait avoir tout perdu. Et je regarde la femme que je suis devenue, forte, digne, entière. J'ai perdu mon fils pendant des années, mais je l'ai retrouvé, différemment, mais je l'ai retrouvé. J'ai été humiliée publiquement, mais j'ai relevé la tête. J'ai été trahie par ceux que j'aimais, mais j'ai survécu. Et surtout, j'ai appris quelque chose d'essentiel, que la justice existe, pas toujours celle des tribunaux, pas toujours celle qu'on imagine, mais une justice plus profonde, plus vraie, celle de la vie qui rend, tôt ou tard, ce qu'on lui donne. Véronique a donné de la cruauté, elle a récolté la solitude. Baptiste a donné de la lâcheté, il a récolté l'effondrement. Margot a donné du courage, elle a récolté le bonheur. Et moi, j'ai donné de la dignité, et j'ai récolté la paix. Mon téléphone sonne. C'est Baptiste. Maman, joyeux anniversaire. Merci, mon chéri. Sophie et moi, on vient te voir ce week-end. On t'apporte un gâteau. Vous n'êtes pas obligé. Si, on veut célébrer avec toi. Tu mérites d'être célébré. Mon cœur se gonfle. D'accord, je vous attends. Maman, oui, je t'aime, et je te remercie. Pour tout, pour avoir été là, pour ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais. Je suis ta mère, Baptiste. C'est ce que font les mères. Elles restent, même dans la tempête. Je raccroche, regarde le lac, les montagnes, le ciel, et je souris. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se tenir debout, à refuser l'humiliation, à choisir la dignité plutôt que la paix à n'importe quel prix, alors tout cela aura eu un sens. Chaque douleur, chaque larme, chaque nuit d'insomnie. Parce qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de plus précieux que le bonheur. Il y a la conscience tranquille. Il y a le regard qu'on peut poser sur soi-même dans le miroir sans détourner les yeux. Il y a cette certitude profonde qu'on a fait ce qui était juste. Pas facile, mais juste. Et ça, personne ne peut nous le voler. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'en suis la preuve vivante. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.